Dans votre livre Cadour, vous brossez le portrait de votre père, disparu pendant la pandémie de Covid, qui, après toute une vie de travail en France, souhaite reposer en Algérie, son pays natal. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre la plume pour partager avec nous, au fond, cette partie de votre histoire? Je crois que le point de départ, c'est vraiment le fait que nos récits, j'entends par là ceux qui sont issus de l'immigration et particulièrement par rapport à ma génération, Mmh. on n'avait pas encore investi le champ littéraire. En tout cas, si peu. Il y a très peu d'incursions pour le moment. C'était le champ sociologique. Mmh. Et on réduit la condition d'émigré à cette appellation commune qui est le travailleur immigré, à des chiffres. Et j'avais envie de donner des aspérités, de la chair à ces hommes qui ont évolué dans une zone grise, qui ont quitté un pays. Ce pays, l'histoire de ce pays continue à s'écrire sans eux, et ils ne sont pas non plus dans le pays d'accueil complètement acceptés, puisque tout concourt à leur rappeler qu'ils ne sont pas d'ici. Et voilà, raconter cette espèce de zone grise pour ces hommes qui malheureusement ne repartiront que les pieds devant. Et vous aviez un lien très fort à votre père. On va voir d'ailleurs quel il était, mais avant, pourquoi choisit-il, comme beaucoup de monde, même si ça dépend aussi des familles, pourquoi choisit-il de reposer en paix dans son pays natal? Alors j'émets plusieurs hypothèses. La première, c'est que après avoir travaillé durement et avoir eu un certain nombre d'accidents tout au long de sa carrière, puisqu'il a été ouvrier, que ce soit à l'usine, en bâtiment, chauffeur routier, puis chauffeur-livreur. Je crois que mon père avait une volonté farouche d'être enterré en Algérie. Déjà, d'une part, parce qu'il me disait « je ne veux pas prendre la nationalité française ». Et j'avais beau lui faire comprendre que c'était idiot dans le sens où finalement sa retraite, qui était déjà si maigre, allait être ponctionnée de 20% s'il ne prenait pas la nationalité française. Et il me répondait systématiquement: à quoi ça sert, j'aurai toujours ma tête d'arabe. Donc il y a cette volonté farouche qui s'inscrit, je pense, dans la nuit du 17 octobre 61. Cette fameuse nuit où 200 Algériens ont été noyés dans la Seine. Mon père était présent ce soir-là, il a manifesté. Et il n'a jamais voulu m'en parler. À aucun moment, et je pense que cette douleur vient de là, déjà d'une part, et ensuite j'émets l'hypothèse aussi que après avoir eu ce corps si abîmé, si meurtri, on ne rogera pas on ne rogera pas ses os, pardon. Il repartira avec sa carcasse et son squelette. Une terre de repos. Alors, les rapports que vous aviez avec lui, alors, il y a eu un véritable déclic dans votre vie. Vous aviez 13 ans, vous le racontez dans votre livre. Vous êtes à l'extérieur, comme beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents, et vous êtes avec des garçons. Et là, il y a une dame dans le quartier que vous ne connaissez pas forcément, qui vient sonner à la porte, à la maison, et qui dit à votre père que elle n'a pas envie que ça jase autour de vous, parce qu'elle vous a vu avec des garçons. Là, je vous laisse peut-être raconter. Vous vous souvenez, j'imagine, de cette phrase. Ah, je me souviens très bien. Moi, j'étais cachée... j'étais dans ma chambre avec la porte entrebâillée et j'entendais la logorée de cette sorcière qui se déversait. Ça fait rire Oum, c'est vrai. Mon père, le terme est bien choisi. Et mon père ne dit rien, je le trouve étrangement silencieux, ce qui n'a rien pour me rassurer. Et il la laisse finir sa tirade et mon père lui répond avant de lui claquer la porte au nez: « Je ne sais pas de quelle fille vous parlez, je n'ai que des garçons. » Ouais. Et c'était ce jour-là un des plus beaux cadeaux qu'il m'ait fait. C'est-à-dire qu'il m'a donné la clé qui ouvre tous les coffres, toutes les serrures, toutes les portes, tout. En faisant de moi l'égal d'un homme, c'était pas du tout faire injure à mon sexe, bien au contraire. Ouais. C'était m'en l'égal des garçons. Ouais. Exactement. Un passeport pour la liberté. Oui. Alors vous parlez aussi évidemment forcément de l'Algérie. Et là, à un moment donné, j'imagine que vous êtes aussi très jeune parce que vous voyez en Algérie écrit un peu partout sur les murs. Ça aussi, pour celles et ceux qui rentrent en vacances, ça interpellait dans les années 80-90. 3 lettres, FIS, Oui. Front islamique du salut. Sauf que vous dites, il manque un L, ça veut dire fils. Donc, Oui, moi je dis à mon père, ils savent même pas écrire. Regarde papa, il y a une faute d'orthographe. Et mon père, qui ne sait pas lire ni écrire, comprend quand même malgré tout le sens, enfin oui, la confusion. Exactement. Et il en tire profit en me disant: qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma fille, c'est des bourricots. Ouais. Et vous le racontez, vous dites: tu sus tirer profit de cette lettre muette pour me conforter dans mon ignorance et me cacher la vérité en déclarant: c'est un bourricot, ma fille. Pourquoi vous voulez rappeler cet épisode aussi? C'est un roman, enfin c'est un récit qui parle. Vous vous adressez à lui à la deuxième personne, je viens de le dire. Ça parle de vous, de votre relation à votre père, mais forcément aussi de l'Algérie, de ce qu'a vécu ce pays, même après l'indépendance. Bien sûr, bien sûr. Et puis parce qu'on a tous été directement ou indirectement impactés par cette décennie noire. Moi-même, j'ai perdu un certain nombre de membres de ma famille dans des circonstances assez atroces.
Donc oui, c'est aussi une période très douloureuse pour l'Algérie et qui en paie encore, je pense, les conséquences. Et aujourd'hui, quel est votre rapport à ce pays? Vous y retournez? Bien sûr. C'est un rapport ambivalent. Alors votre père repose à Tipaza. Tout à fait, dans le cimetière de Tipaza. Ouais, plutôt originaire de l'Oranie Non, ma mère est De originaire d'Oran et mon père était originaire de Tipaza, Blida, enfin tous ces environs. Et l'Algérie, évidemment, pour moi, c'est la terre de mes racines. C'est là que je puise ma source, entre guillemets. Et mon père, qui avait un rapport qui était très attaché à la terre. Il avait ramené une bouture d'un figuier qu'il a planté un peu partout en France. Et d'ailleurs, ce figuier s'est beaucoup mieux acclimaté finalement à la terre française que lui. Et moi, au gré de mes déménagements, mon père est venu systématiquement planter cette bouture qui a toujours donné un figuier majestueux avec des figues si goûteuses. Donc l'Algérie, c'est un peu à l'image de ce figuier, c'est-à-dire mes racines. Je suis à la fois très française et très algérienne. Un peu ma jambe droite et ma jambe gauche. Et on imagine que vous l'avez rendu fier, hein, votre père, votre mère. Ils sont venus vous voir à la Comédie Française, puisque vous êtes pensionnaire de la Comédie Française. À partir de 2001, vous avez incarné, on le sait, en 2001, la reine dans Ruy Blas de Victor Hugo. Quel regard portait-il sur votre carrière? Très fier, mais pas du tout impressionné. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit quand j'avais été nommée pour les Césars. J'avais dit à mon père, j'étais très contente puisque j'étais nommée comme un des meilleurs espoirs. Ouais. Et mon père, c'est pas du tout, n'a pas été impressionné. Il m'a dit encore un concours. Quand est-ce que tu vas en finir avec tes examens? C'est ce que j'ai raconté. D'ailleurs, ce soir-là, quand j'ai remporté ce César, mais ça permet de garder une certaine distance par rapport à tout ce qui est le décorum du cinéma, puisque moi, mes parents, tout ce qui leur importait, c'était le CDI. C'est-à-dire que dès que je faisais un film, c'était ça. Voilà, il est content de toi, il va te réembaucher, elle est contente de toi, alors. Ça ne marche pas comme ça. Non, pas du tout. Même si vous avez une très belle carrière, il n'y a pas de CDI encore, et peut-être tant mieux d'ailleurs pour vous, parce qu'un CDI avec le même réalisateur et la même équipe, ça ne doit pas être facile.